Bonjour et bienvenue. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir dans ce webinaire Fundermax Laborial, ayant pour thème les laboratoires, architecture, sécurité et contamination. Je suis Afida Serrar, le directeur commercial Fundermax pour les zones Afrique et Moyen-Orient, et je serai votre présentateur pour ce webinaire qui durera environ 45 minutes. Le webinaire se déroulera en 4 parties. Donc, tout d'abord, Pascal Chilet, directeur général Fundermax France, vous présentera notre entreprise, Fundermax. Puis, la parole sera ensuite donnée à notre expert en laboratoire, la société Laborial, en la personne de José Fachada, directeur général Laborial Suisse, pour nous présenter une première partie dédiée à l'architecture, sécurité et contamination dans l'environnement des laboratoires. Puis suivra une seconde partie concernant l'innovation BioCap de chez Laborial. Et pour finir, mon collègue Camille Van Lunenburg, responsable commercial Benelux, gérera vos questions et réponses en les compilant et les soumettant à notre expert Laborial. Vous aurez la possibilité tout au long du webinaire de poser des questions. Vous avez pour cela en bas et au milieu de votre fenêtre Zoom un bouton Q et R pour vos questions. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant passer la main à Pascal Chilet, le directeur général Fundermax France, pour la présentation entreprise. Pascal, c'est à toi. Merci Afid. Bonjour à tous. Je vais vous présenter brièvement notre société. Fundermax est un industriel autrichien appartenant au groupe Constantia Industrie. Ce groupe familial, et j'insiste sur le familial, puisque c'est aujourd'hui le petit-fils du fondateur qui dirige le groupe depuis une vingtaine d'années, a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Cette appartenance à un groupe familial revêt une importance toute particulière pour nous et j'y reviendrai plus tard. Comme je le disais, nous sommes un industriel autrichien et nous avons 5 sites de production, tous situés en Autriche. Pour paraphraser une célèbre marque, tous nos panneaux sont estampillés Austrian Qualitat. Depuis une quinzaine d'années, nous avons développé nos activités commerciales à l'international et nous pouvons ainsi dire que nous vendons nos produits sur tous les continents et que nous sommes présents ou représentés quasiment partout à travers le monde. Pour ceux qui nous connaîtraient mal, Fundermax est un spécialiste du panneau décoratif. Nous produisons aussi bien des panneaux bruts qui nous servent dans la fabrication des panneaux décoratifs, en qualité intérieure comme extérieure. Le scope des produits fabriqués fait de Fundermax un des très rares industriels du secteur, maîtrisant l'intégralité des techniques de production décorative. Sachez également que nous créons toutes nos formulations pour que nos panneaux ne soient pas uniquement décoratifs, mais que leurs propriétés techniques répondent aux besoins du marché et de nos clients partenaires, et c'est d'autant plus vrai pour le terme de ce webinaire. Nos 50 années d'expertise ont fait de Fundermax un des leaders dans le domaine du stratifié compact. Ceci dit, faire partie des leaders mondiaux peut paraître séduisant, mais du coup, il nous en incombe un certain nombre de responsabilités. Nous prenons donc des engagements auprès de nos salariés, de nos clients, mais également auprès des générations futures. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le Green Deal Fundermax, devant nous conduire vers la neutralité carbone dès la fin de l'année 2021. Nous avons été pionniers dans la traçabilité des produits, l'éco-responsabilité, mais aussi dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre. En effet, depuis 2005, nous produisons de l'énergie verte que nous utilisons à travers nos installations, mais aussi que nous redistribuons dans le réseau. Depuis 2 ans, nous avons intensifié l'utilisation massive de produits recyclés et ou organiques dans nos matières premières et nous sommes fiers de vous annoncer que l'ensemble de la gamme Max Compact a été certifié biosourcé en fin 2020. Pour conclure, je dirais qu'au travers de notre slogan « For People Who Create », nous mettons l'innovation technique, technologique, créatrice
au service de l'ensemble de nos partenaires. Merci. Merci Pascal. Nous allons maintenant entendre notre expert en laboratoire, la société Laborial, pour la première partie de leur exposé. José, c'est à toi. Merci Afid. Merci à tous pour votre intérêt à nous suivre aujourd'hui. Je m'appelle José Fachada, je suis le responsable de Laborial Suisse, la filiale suisse du groupe Laborial, groupe basé au Portugal dans la région de Porto. Next. Notre Laborial est un fabricant de mobilier de laboratoire et un spécialiste de l'aménagement de ces espaces. Et le thème de notre webinaire aujourd'hui sera laboratoire, architecture, sécurité et contamination. Next. Notre présentation aura deux parties. La première partie, laboratoire espace critique, et la deuxième partie, isolateur d'infection aérienne au BioCap. Next. Alors, comment démarrer un nouveau aménagement de laboratoire? La complexité du rôle du labo planner, c'est de faire les interfaces, la coordination entre les différents intervenants pour pouvoir bien identifier la typologie de laboratoire et pour ensuite, selon le type d'intervention nécessaire, identifier les différentes spécialités nécessaires à la construction du laboratoire. Next. Pour répondre à ces questions, pour nous aider à bien classer le type de laboratoire, on doit se baser sur quelques points et surtout les premières observations. Séance avec les responsables du laboratoire ou les utilisateurs, identification de produits à manipuler au sein du laboratoire, quelles sont les entités de régulation de l'activité, quelles exigences spécifiques et surtout organiser séance avec tous les intervenants et à la fin, organiser aussi toute l'information nécessaire à la définition de l'espace. Next. Et spéciale attention au niveau de la construction, au niveau des réglementations générales, d'efficience énergétique, électricité, bonne pratique de l'activité de laboratoire, point important, hygiène et sécurité, et des questions environnementales. Next. Après avoir répondu à ces premiers points, nous pourrons travailler sur un premier esquisse, une première solution de l'aménagement en réfléchissant sur les flux. Les flux, les croisements, les contaminations croisées entre tout ce qui est propre et tout ce qui est sale. Entre les entrées et sorties des échantillons, entre les entrées et sorties des utilisateurs et de tous les outils qui vont être manipulés au sein du laboratoire. Next. On vous montre un exemple de l'aménagement de typologie de mobilier laboral et je vous montre cette image pour vous souligner quelques points importants à retenir, notamment l'espace entre les îlots de table, l'orientation de l'aménagement en fonction des portes, des entrées et des sorties du laboratoire, et aussi, point extrêmement important, la question du chemin de fuite, et pour assurer une évacuation du laboratoire en cas de danger, de risque pour les utilisateurs. Next. Une autre image qui vous montre différentes solutions de piétement de table, mais aussi de type de distribution d'infrastructures, qu'on parlera après. Next. Et exemple de positionnement des équipements en fonction de la manipulation et des opérations au sein du laboratoire. Ici, on voit un ensemble de tables avec une chapelle, une Sorbonne Chimie, installée au fond de la salle. Next.
Une autre typologie de distribution avec une coordination entre positionnement des bras articulés et en fonction des tables et de postes de travail. Next. Un des points primordiaux de l'aménagement de l'espace, c'est la question de l'intégration des équipements indispensable à l'activité du labo. Cette intégration obligera à dimensionner l'espace en fonction des équipements, mais aussi adapter les infrastructures en conséquence. Ça veut dire, là, on doit savoir quel type d'équipement sera nécessaire à l'utilisation au sein du laboratoire pour pouvoir intégrer tout ce qui est électricité, gaz technique, ventilation, en fonction de la manipulation que les utilisateurs feront dans chaque zone du laboratoire. Next. Un exemple concret de ce type de coordination, c'est les autoclaves ou les zones de lavage. Au niveau des autoclaves, il y a des exigences spécifiques dans ce qui concerne le réseau d'écoulement d'eau usée et notamment une obligation de prévoir des ligues métalliques au lieu de ligues en plastique une fois que l'eau qui sort de ces équipements sort avec une température extrêmement haute qui pourra endommager le réseau d'écoulement en cas de température extrêmement haute. Et aussi au niveau des exigences de mobilier, une fois que le mobilier doit être résistant à des zones extrêmement humides et avec d'autres températures. Next. Dans ce tableau, on vous montre, on fait un récapitulatif entre la typologie de laboratoire et le type de prescription pour les différents composants de laboratoire. Notamment, on vous montre entre un laboratoire de recherche ou un laboratoire de chimie, quel type de composants on doit prévoir pour le sol, pour le sol, pour les plantes, pour le mur, le plafond, les fenêtres, et le plan de travail qu'on verra plus en détail dans les images ou dans les slides suivantes. Next. Un exemple des réalisations laborales, on voit spécifiquement des salles blanches avec des exigences au niveau de la propreté et pour éviter la conservation de points de contamination. Next. Comme je vous disais tout à l'heure, nous vous montrons une comparaison du choix de plan de travail, trié premièrement par le plus cher, le grès céramique, et le moins cher, en dernière position, le post-formé ou le thermolaminé. Et ensuite, selon les critères aussi de résistance aux différents critères, aux différents produits, notamment acides, solvants, à l'eau, aux rayures, question d'asepsie et résistance à la température. Et selon ce tableau, on voit bien qu'effectivement, le premier choix, qui c'est aussi le plus cher, c'est le plateau de grès céramique et qui c'est le plus résistant pour certains types de laboratoires, la plupart des laboratoires. Et ensuite, le verre. En troisième place, on a une solution, un mélange entre céramique et un plateau en céramique sur un plateau d'aggloméré, d'acier inoxydable et le polypropylène aussi pour certains types de laboratoires. On voit comme option aussi le Fundermax, qu'il s'agit d'une résine phénolique. Et là, on parle d'un modèle très spécifique, Max Resistance 2, c'est un produit qui assure un très bon rapport prix-qualité et aussi concernant la résistance chimie et à d'autres types de critères. Ensuite, Labglass et ensuite aussi une autre option de résine phénolique Max Compact
qui assure aussi un très bon compromis et qui est un des premiers choix dans nos prescriptions pour différents types de laboratoires. Next. On vous montre 3 options au niveau de l'offre de Fundermax, de tout ce qui s'agit de résine phénolique. Alors, on voit selon, en fonction du degré de résistance chimique, de résistance aux rayures, mais aussi au niveau du degré de propagation des bactéries. On commence par le max compact intérieur, on passe au max compact intérieur plus, et effectivement, le max résistance 2, c'est le produit qui assure plus de résistance chimique. Next. Une autre image d'un autre modèle, une solution de mobilier laboral avec des distributions d'infrastructures modulaires sous plan de travail qui sont très faciles à pouvoir changer et à augmenter en cas de besoin. Next. Nous passons maintenant à la problématique de la sécurité du laboratoire avec la distinction entre les grands types de produits qui seront manipulés au sein du laboratoire. Et on peut diviser ces grands groupes en corrosifs ou inflammables. Et selon la catégorisation, le type, la quantité de produits qui seront manipulés dans ces deux groupes de produits, nous allons pouvoir prescrire ou définir les composants de laboratoire en fonction. Next. Et selon cette catégorisation, alors on pourra proposer des solutions au niveau de stockage pour des armoires inflammables, pour des armoires de produits acides-base ou d'autres produits chimiques, mais aussi des options au niveau de la manipulation de ces produits avec un grand choix de sorbonne chimie, DOT ou de bras articulés. Next. Une image, côté gauche, on voit un armoire de sécurité et côté droite, plusieurs chapelles de chimie avec une chapelle au milieu de plein pied. C'est une réalisation laboratoire. Next. Ici, on vous montre un ensemble de chapelles installées au niveau de CERN à Genève. Et ces équipements sont intégrés dans un environnement hautement explosif. Et pour cela, tous les composants qui ont été installés dans ce chantier sont certifiés ATEX et sont certifiés contre tout risque de déflagration. Next. Exemple d'une solution de gestion de déchets liquides avec la pose d'un étonnoir au niveau du plan de travail et un bidon raccordé à un système électronique d'alarme sonore et visuelle de niveau. Ça veut dire facilement les utilisateurs pourront accéder au bidon sans avoir besoin d'ouvrir le caisson, de retirer le bidon, etc. C'est une solution très pratique pour la gestion sans avoir besoin de grands gestes pour accéder et pour gérer ces déchets. Next. Nous passons maintenant à un thème de sécurité, de la sécurité biologique et du classement des agents microbiologiques en fonction de la dangerosité face à la dangerosité aux humains et aussi à l'environnement. Next. On va se baser sur la catégorisation faite selon l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, et la catégorisation des agents biologiques en fonction de sa dangerosité sépare à 4 niveaux. Risque 1, faible risque pour les utilisateurs, faible risque pour la collectivité.
Risque 2, risque modéré pour les utilisateurs et risque modéré pour les utilisateurs, faible pour la collectivité. Risque 3, important pour les utilisateurs et faible pour la collectivité. Risque 4, important pour les utilisateurs et la collectivité. Juste souligner, on verra ensuite, le Covid-19, la pandémie que nous vivons tous aujourd'hui, elle est classée au niveau de risque 3. Ça veut dire risque important pour les utilisateurs et faible pour la collectivité. Next. Dans une autre catégorisation d'espace laboratoire, on vous montre maintenant le classement se fait en fonction des critères de propriété de son atmosphère. On a premier classement ISO qui va de plus propre, ISO niveau 2, avec 0 particules par mètre cube et jusqu'au max de niveau 9. À côté, on voit GMP, Good Manufacturing Practices, c'est une gamme de catégorisation spécifique dans l'industrie pharmaceutique. Et ce classement est important pour des questions de contamination des manipulations à l'intérieur du laboratoire. Next. Exemple des zones spécifiques dans les salles blanches. Avec côté gauche un banc de passage et côté droite un banc de passage pour le passage des échantillons des outils au sein du laboratoire. Next. Quels sont les thèmes liés aux infrastructures et au sein du laboratoire? On voit le principal point, c'est des questions où se trouvent les points de consommation du laboratoire, électricité au gaz, extraction, matériaux, diamètre des infrastructures, comme on a vu, il faut dimensionner tout ce type de réseau, liste des équipements qui vont être installés au sein du laboratoire, exigences, type de raccordement, spécificité, chemin d'infrastructure, zone technique des paillasses, dessin technique, canaux techniques, et point extrêmement important, c'est l'accès aux infrastructures pour l'entretien. Et aussi les questions de limite de prestations entre chaque intervenant, chaque spécialité. Next. Juste un exemple de l'échelle des zones techniques par rapport à chaque espace du labo. En fonction de la complexité du laboratoire, on doit prévoir des zones techniques suffisamment importantes pour alloger tout ce qui est le réseau de ventilation, de gaz technique, pour distribution, mais aussi il s'agit des espaces qui doivent être facile, accessible, d'accès facile pour des questions de maintenance ou d'intervention rapide. Next. Cette image démontre un exemple précis d'un chantier ici en Suisse, dans le canton de Genève. C'est un chantier spécifique où tout ce qui est infrastructure est distribué via le plafond. Alors, on a été obligé de trouver une solution d'intégration de tout ce qui est infrastructure au sein du mobilier. Et là, on vous montre un exemple de dessin technique et ensuite un système de distribution accouplé, intégré à la structure des paillasses. Next. Une solution de laboratoire de recherche avec infrastructure d'un plafond ouverte pour être plus facile d'accéder et modifier selon le besoin des utilisateurs au moment. Next. On a ici la question, une autre gamme de produits de la Boréal. Ça a été développé et c'est en fait le concept, c'est le laboratoire intelligent et qu'il s'agit d'un logiciel pour le contrôle et la traçabilité des principaux paramètres du laboratoire, notamment
la température environnementale, l'humidité relative de la pression, éclairage, débit d'extraction, vitesse faciale, question d'accès. Avec l'AdvanLab, nous, on a une solution pour gérer tout ce type de paramètres et pour avoir une traçabilité de ces données dans l'activité du laboratoire. Next. Dans le cadre, dans cette gamme de produits laboratoire intelligent, depuis quelques années qu'on a développé la paillasse interactive, le BlauTouch, qu'il s'agit en fait d'un plan de travail, d'une table avec un plan de travail tactile qui pourra être installé dans les labos où effectivement le papier ou les ordinateurs pourront être un point de contamination important pour l'activité du laboratoire. Next. Un exemple de BlauTouch avec installation verticale d'intégration au niveau des cloisons. Next. Merci José. Merci José. Merci José pour cette première présentation très intéressante qui nous permet de mieux comprendre le lien qui existe entre architecture, sécurité et contamination dans les laboratoires. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de l'exposé laborial concernant l'innovation BioCap, isolateur d'infection aérienne. José, c'est à toi. Merci Afid. Alors, next. Nous vous présentions le BioCap, qu'il s'agit d'un isolateur d'infection aérienne qui est développé dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Next. Et en fait, le BioCap a été développé pour réduire la contamination croisée et il s'agit d'une solution flexible et modulable pour assurer la sécurité des professionnels de santé sans le besoin d'intervention lourde au sein des espaces des bâtiments de santé publique. Et pour cela, c'est pour cela facile d'adapter dans cet espace qui normalement seront en plein fonctionnement et son installation n'exige pas des interventions lourdes dans l'activité qui pourront causer des dégâts à l'activité normale des hôpitaux ou des espaces de santé publics. Next. L'idée de base, c'est l'installation d'une chambre de pression négative autour d'un patient, de façon à annuler tout type de contamination à l'extérieur du BioCap. La solution dispose d'un sas d'entrée et des portes suffisamment grandes pour faire sortir et entrer au lit ou d'autres équipements. Next. Et le BioCap permet pour cela des conversions très rapides des pièces existantes. C'est le grand avantage de ce produit, c'est que on a un hôpital qui est en plein fonctionnement et que son lit, ils ont atteint les limites de lit pour patients COVID. Et alors, le BioCap permet de facilement et très rapidement pouvoir adapter l'espace et de créer rapidement plus de zones de confinement adaptées aux patients COVID. Next. Le système est autonome et indépendant. Il fonctionne avec l'air existant dans la pièce où on va installer le BioCap. Il assure le traitement d'air d'insufflation et il garantit aussi l'annulation de tout risque de contamination pour les personnes extérieures au BioCap. Il s'agit d'une solution de structure en aluminium avec des parois souples et transparentes qui est, comme j'avais déjà dit, très facile à installer, très modulaire. Next.
Pour cela, sa grande modularité permet d'adapter en fonction des besoins de chaque lieu et situation, et de même d'autres types d'utilisation. On voit comme exemple sur cette slide le biocap, qu'il s'agit de la structure centrale d'une unité de traitement d'air, mais on pourra accoupler d'autres structures qui pourront, en fonction du besoin, être installées selon le type d'exigence. Next. Alors, on parle bien de chambres de pression négative pour les hôpitaux laboratoires, mais aussi des zones de pression positives, ou même des salles d'examen médical avec des solutions plus rigides et plus durables, je pourrais dire. Ça veut dire on a l'option souple, facilement, rapidement installée, mais on pourra aussi, selon le type de besoin, prévoir des solutions plus durables avec des parois rigides. Next. Quelques exemples d'installation de biocap dans des laboratoires. Il s'agissait d'un laboratoire que le client avait besoin d'installer une structure très rapidement et pour un besoin spécifique, temporellement spécifique. Et alors, c'est une très bonne solution pour éviter des interventions lourdes au sein aussi de ces laboratoires. Next. Sur cette image, on voit un spécifique, le sas d'entrée du biocap. Et à côté gauche, on voit le caisson, qu'il s'agit en fait de tout le système de contrôle du biocap. C'est là où est installé le contrôleur qui assure en fait l'équilibre de la ventilation entre insufflation et extraction pour assurer la cascade de pression au sein du biocap et pour assurer aussi la pression négative qui va empêcher en fait la sortie de tout pathogène de contamination à l'extérieur de cette structure. On assure la qualité d'air en insufflation avec un filtre EEPA à l'entrée d'air, ça veut dire dans le circuit d'insufflation. Et on assure aussi des doubles systèmes de filtre EEPA pour le circuit d'extraction de façon à éviter tout type de propagation des virus au sein de la salle. Dire aussi, souligner que le biocap est installé dans des salles déjà construites et l'air utilisé par le système, c'est l'air existant au niveau de la salle. Ça veut dire il a une recirculation de l'air à l'intérieur de la pièce. Next. Image des sondes de pression qui vont assurer le contrôle, ou qui vont donner la lecture pour que le contrôleur assure la cascade de pression. Et ensuite, plusieurs types de solutions de réalisation de biocap. La dernière image, côté droite, on voit le biocap installé dans une solution rigide avec des parois de salle blanche, que le caisson de ventilation et de contrôle assure le type de pression nécessaire au sein du laboratoire. Alors, merci encore pour votre attention. Je passe la parole à Afid et je reste à disposition pour toute question. Merci. Merci José pour cette deuxième présentation, tout aussi intéressante que la première, et qui apporte une réelle solution produit concrète à la pandémie Covid actuelle, et notamment sur le sujet primordial d'isolement des patients infectés. Merci José.
Donc, sans plus tarder, nous allons aborder maintenant la dernière partie de notre webinaire avec le traitement de vos questions. Et pour ce faire, je vais passer la parole à mon cher collègue Camille. Camille, c'est à toi. Merci beaucoup, Afid. Un grand merci à José pour la présentation très intéressante. Je vais traiter les questions qui sont dans notre boîte de questions et réponses. Et la première question, c'est concernant notre produit Max Résistance. On nous demande que notre panneau Max Résistance est-il résistant aux acides chimiques et y a-t-il des tests ou des certifications à prouver cela? Afid, c'est une question concernant notre produit, donc je peux demander à toi de répondre à ça. Bien sûr. Donc, c'est une très bonne question. Effectivement, donc les produits de laboratoire et notamment les matériaux pour les paillasses de laboratoire existe une association internationale donc qui émet les normes et certifications pour le mobilier de laboratoire qui s'appelle le CEFA, le Scientific Equipment Furniture Association, donc l'association internationale de fourniture de laboratoire scientifique. Et pour ce faire, donc, le CEFA émet deux certifications, une qui s'appelle le CEFA 3, relative à la résistance des paillasses de laboratoire aux acides chimiques. Donc, tous les matériaux qui se prétendent matériaux pour paillasses de laboratoire sont soumis à des tests, à 49 tests d'acide chimique avec une exposition de 24 heures de l'acide sur le matériau en question. À la suite de ça, donc, on a un comportement de 0 à 5, donc 0 signifiant qu'il n'y a aucun effet avec un comportement excellent. Et le Thundermax donc, a atteint pour 95% des tests une note de sans effet excellent, notamment sur des acides très corrosifs comme l'acide nitrique, concentration 70%, ou encore l'acide hydrofluorique à concentration 48%. Donc, voilà le premier certificat, le CEFA 3, relatif à la résistance aux acides chimiques. Et ensuite, vous avez le CEFA 8, qui est, lui, relatif à la résistance mécanique, physique et thermique des matériaux qui se prétendent adaptés aux paillasses de laboratoire. Donc voilà pour répondre à vos questions. Effectivement, il existe deux normes, le CEFA 3 et CEFA 8, qui sont aussi bien compatibles pour la résine phénolique ou bien tous les matériaux que Laborial a émis dans les options possibles sur les paillasses. Voilà, Camille. Merci beaucoup, Afid, pour la réponse très claire. J'ai vu qu'il y a encore une autre question concernant notre produit Thundermax, donc peut-être c'est bien que tu restes chez nous pour un instant, Afid. Bien sûr. On nous demande quelles sont les différences principales entre notre panneau Max Résistance, le Compact Intérieur Plus et Max Compact. D'accord. Donc, dans l'offre laboratoire Thundermax, cela comprend les trois produits. Donc, le Max Résistance 2, le Max Compact Intérieur Plus et le Max Compact. Le Max Résistance 2 est le niveau le plus élevé de résistance aux acides chimiques. Donc, nous allons utiliser le Max Résistance 2 principalement pour les applications horizontales en laboratoire et donc notamment les paillasses de laboratoire, où il est demandé un haut niveau de résistance chimique, mais également mécanique, physique et thermique. Ensuite, nous allons avoir le Max Compact Intérieur Plus, qui est lui dédié plus aux applications verticales, donc en milieu laboratoire, mais à haute exigence de résistance à la désinfection et également d'hygiène, donc avec des hautes exigences de désinfection et d'hygiène, exemple salle propre ou encore Sorbonne. Et enfin, le Max Compact Intérieur standard, qui lui va être plus dédié à tout le mobilier environnant du laboratoire, sans contact direct avec les acides, mais avec une haute exigence de surface complètement non poreuse. Exemple, mobilier bas, mobilier haut de laboratoire, ou encore vestiaire ou aménagement sanitaire, cabine sanitaire dans l'environnement du laboratoire. Donc, voici un petit peu les différences entre les trois produits
qui vont dépendre surtout en fonction de l'application à laquelle on va l'orienter. Donc, voilà, Camille. Merci beaucoup, Afid. La prochaine question, comment on peut garantir que la contamination reste à l'intérieur du biocap et ne se diffuse pas à l'extérieur? C'est une question concernant le système du biocap, donc je vais demander à répondre par José. Camille, merci Camille. Alors, comme j'avais expliqué tout à l'heure, le biocap fonctionne avec des systèmes, les caissons de ventilation fonctionnent avec des systèmes d'insufflation et extraction indépendants. On assure que l'air qui rentre à l'intérieur du biocap, c'est un air pur parce qu'il y a un premier filtre EPA dans le circuit d'insufflation. Et ensuite, au niveau de l'extraction, on assure aussi que tout l'air qui sort de l'intérieur du biocap à l'extérieur, il passe par un double filtre EPA. Un premier filtre, on sait que le filtre EPA assure 99,9% des filtrations des particules de contamination. Et alors, pour assurer qu'effectivement aucune particule sort du biocap, on a mis un double filtre pour assurer qu'aucune particule, aucun virus puisse sortir du biocap via le circuit de ventilation. Comme je disais, le système fonctionne avec deux ventilateurs indépendants, insufflation et extraction. Et la gestion de ces deux ventilateurs, de ces deux circuits, est assurée par un contrôleur qui se base dans les sondes de lecture de pression installées à l'intérieur du biocap. Et il fait la gestion automatique de la cascade de pression pour assurer effectivement que le biocap est un système de pression négatif. J'espère avoir répondu. Merci. Oui, merci José. José, j'ai vu qu'il y a encore autres questions supplémentaires concernant le système biocap, donc je vais continuer avec la prochaine question. Est-ce qu'on peut rendre le biocap en pression positive pour venir des contaminations à l'extérieur? Oui, effectivement. Bon, à partir du moment que nous avons le système de contrôle et que la gestion se fait à partir de ce système de contrôle, on peut rendre effectivement le biocap une salle, une solution de pression positive, seulement en changeant les paramètres au niveau du contrôleur. Merci. Ok, merci José. Prochaine question aussi concernant le biocap. Est-ce qu'il y a un impact au système de protection à incendie, étant donné que ce sont des enceintes fermées? Non, il n'y a aucun impact au système d'incendie parce que on travaille avec de l'air, effectivement, et comme il s'agit d'un système de pression négative, on va travailler qu'avec l'air qui existe au niveau de la pièce. Merci. Ok, merci José. Encore une question concernant le biocap, parce que ce sujet est apparemment assez intéressant. Quelles sont les demandes électriques pour le biocap? Est-ce qu'il y a une garantie de performance disponible? Et quel type d'entretien sont requis? Alors, au niveau de l'entretien, c'est la question surtout d'assurer que le contrôleur fonctionne. Bon, on a tous une série de voyants lumineux et d'alertes pour assurer aux utilisateurs et aux personnes liées à la gestion du biocap que l'équipement est en train de bien fonctionner. Au niveau de l'exigence électrique, bon, c'est juste un circuit d'alimentation nécessaire au fonctionnement des ventilateurs et de systèmes de contrôle. C'est un système qui a été développé de façon modulable et facile à être installé. Et pour cela, on a pris spéciale attention au niveau des exigences dans ce type d'espace. Merci. OK, grand merci José. Encore une question, est-ce que peut-on utiliser les pailles en résine phénolique en laboratoire biosécurité ou seulement pour des applications chimiques?
Non, on peut utiliser le paillasse en résine phénolique pour des laboratoires de biosécurité, effectivement, pour des niveaux de sécurité plus faibles. Bon, effectivement, euh, euh, quand on parle de niveau de biosécurité plus élevé et qui exige des niveaux de propreté et de contamination plus critiques, effectivement, là, on continue à prescrire l'acier inox. Merci. Merci beaucoup, José. Je pense qu'on a traité toutes les questions qui sont demandées par notre spectateur. Quand il y a encore des questions supplémentaires, bien sûr, vous pouvez nous contacter ou toujours encore les poser dans la boîte de questions et réponses. Je donne la parole à mon cher collègue Afid. Parfait, merci Camille. Merci. Je vois une petite question donc de Alexis concernant les diaporamas. Oui, effectivement, nous pourrons vous envoyer donc la présentation sur demande. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de votre contact Fundermax dans les pays dans lesquels vous êtes. Et il n'y a aucun problème, le savoir est fait pour être partagé. Donc, parfait, merci Camille. Nous ne pensions pas avoir autant de questions. Mais il est maintenant temps de conclure ce webinaire. Donc, nous tenons très sincèrement à remercier l'ensemble des participants et espérons que vous avez pu mieux comprendre le lien qui existe entre architecture, sécurité et contamination dans les laboratoires. Nous reviendrons bien entendu vers vous pour finir de traiter les questions qui sont restées en suspens. Encore une fois, un grand merci aux intervenants pour la qualité de leur exposé, mais aussi à vous tous pour nous avoir rejoints lors de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire Fundermax. Merci. Au revoir. Merci.